Ma sœur m'a envoyé un texto, pas de place pour toi, le mariage est pour des gens plus importants. J'ai ri, réservé une escapade de luxe dans les Caraïbes. Une semaine plus tard, pendant que je sirotais des cocktails au bord de l'océan, son mariage s'est effondré. Mon téléphone a explosé. 110 appels manqués. Il disait que je réagissais de manière excessive, que ce n'était qu'un mariage, rien qui ne vaille la peine de perdre le sommeil. Sauf que la mariée était ma propre sœur, et je n'étais même pas sur la liste des invités. 150 personnes invitées, mais pas moi. La sœur qui l'avait soutenue à travers chaque chagrin d'amour, chaque crise, chaque foutu bazar qu'elle avait créé. La vérité qui faisait mal ne concernait pas une place à un mariage, mais le fait d'être effacé. Aimez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. J'étais la Harlotte du milieu. Madeline pour l'administration, Maddy pour tous ceux qui voulaient quelque chose de moi. Émilie était l'aînée, tout en dents blanches et en émotions exacerbées. Jake était le dernier. Moi, j'étais la colle. Pas le ruban, mais la bande adhésive invisible qui maintient la boîte jusqu'à ce que quelqu'un l'arrache et la jette. Nous avons grandi dans une petite ville de l'Ohio. Match de football américain le vendredi soir, repas participatif le dimanche. Papa faisait de longues gardes à l'usine. Maman, Diane quand elle était en colère, maman, quand elle avait besoin d'une faveur, se portait volontaire pour tout et en récoltait les lauriers. J'ai hérité de son talent pour aplanir les catastrophes, pas de son amour des projecteurs. Si quelque chose devait être fait, ça me tombait dessus. Quand Émilie a perdu son premier emploi à 23 ans, je suis arrivé avec des cartons et des plats à emporter, et je suis resté assis sur son sol jusqu'à ce que la ville se taise. 2 mois plus tard, un autre licenciement. J'ai viré la moitié de mes économies pour couvrir son loyer, appelé la compagnie d'électricité, négocier les frais de retard. J'ai créé un tableur sans l'annoncer. Je l'ai juste fait. Quand son petit ami de longue date a déménagé pendant qu'elle était au travail, j'ai apporté de la glace et un coffre rempli de sacs poubelles. Nous avons transformé son absence en une purge, les tasses ébréchées, ses suites, le cadre du panorama urbain qu'il trouvait si inspirant. Émilie a pleuré jusqu'à en avoir le hoquet, puis elle a ri. Je lui ai dit que tout irait bien, puis je l'ai aidé à aller bien. Jake le remarquait. Il me serrait la main sous la table, comme pour dire « Je te vois, sœurette », sans mettre le feu aux poudres. À 22 ans, il économisait ses pourboires de serveur pour remplacer une voiture qui peinait à démarrer, mais il se souvenait encore de la fois où j'avais fait réduire sa suspension à une simple retenue le midi. Maman et moi avions une chorégraphie. Je lui apportais mes sentiments, elle les transformait en leçons sur la gratitude. Si je disais que ça me blessait qu'Émilie oublie encore mon anniversaire, elle répondait « Elle est très stressée, ma chérie, sois la plus mature ». Si je mentionnais que j'étais fatigué après avoir payé une facture, maman inclinait la tête et louait mon cœur généreux, comme si nommer la vertu signifiait que je ne devais pas remarquer le bleu. Elle ne me demandait pas ce dont j'avais besoin, elle me rappelait qui j'étais censé être. Quand Émilie s'est fiancée, la nouvelle est tombée comme une pluie de confettis. La bague est apparue un mardi, le jeudi, nous goûtions déjà le gâteau. J'ai fait des tableurs, négocié une réduction sur la salle à cause d'un bug sur le site web, aplani un problème délicat avec la belle famille de tante Lisa, proposé de gérer la logistique le jour J, tu es la meilleure. M'a dit Émilie, déjà en train d'envoyer un message à son fleuriste. Je n'avais pas besoin d'une parade, ni de mon nom en lettres de néon, ni d'un toast en mon honneur. Je voulais juste une place qui ne soit pas une chaise pliante coincée derrière un pilier. Un merci qui ne soit pas une pensée après coup. Un moment où les gens que j'aimais me regarderaient dans les yeux et verraient comment je me manifestais sans qu'on me le demande. Je me disais que la famille signifiait faire ce qui devait être fait, en espérant que les comptes s'équilibrent. Mais les comptes penchaient toujours dans la même direction. Un mardi humide de juillet, après une garde de 12 heures, je suis rentré à l'appartement que je payais en préparant mes déjeuners et en disant non au petit luxe que j'aidais Émilie à s'offrir. J'ai laissé tomber mes clés dans le vide-poche, enlevé mes ballerines et réchauffé des restes au micro-ondes, tandis que mon téléphone vibrait avec le fil de discussion du mariage. Des exemples de bouquets, du linge de table rose poudré, des options de peignoir. Je n'étais pas demoiselle d'honneur. Émilie avait dit que ça compliquerait l'ambiance. Il y avait un nouveau message privé d'Émilie. L'aperçu sur mon écran de verrouillage disait « Salut, je voulais juste te dire ». J'ai ouvert le message. Je l'ai lu une fois, pensant avoir manqué un mot. Je l'ai relu, plus lentement,
entendant sa voix dans ma tête comme si elle pouvait en adoucir les angles. Salut, je voulais juste te dire que la liste d'invités est finalisée et qu'on a dû faire des coupes difficiles. J'espère que tu comprends. Je t'aime. Des coupes difficiles. Mon nom était devenu une ligne budgétaire, barrée d'un trait rouge. J'ai cligné des yeux, sentant une chaleur monter à mes joues avant même que le sens ne s'impose. J'ai fait défiler vers le haut, cherchant un contexte, une erreur, n'importe quoi. La capture d'écran de l'organisatrice dans le groupe de discussion affichait un total de 150 invités. La capacité de la salle, 150. Mon calcul était bon. Ma place, non. Ma fourchette est restée suspendue au-dessus du récipient en plastique, puis s'est abaissée sur la table basse comme un drapeau blanc. Le monde n'a pas changé de forme. Le frigo bourdonnait, l'air humide pressé contre la fenêtre, la lampe de la friperie projetait un petit cône de lumière sur un coin du tapis. Tout était ordinaire, sauf la charnière en moi, celle qui avait toujours pivoté vers le « oui », qui a grincé et a refusé de bouger. J'ai écrit, effacé, écrit à nouveau. J'ai essayé l'humour. J'ai raté le moment où je suis devenu une cousine au second degré. J'ai essayé la franchise, Émilie, je suis ta sœur. Rien de tout cela n'a quitté les brouillons. J'entendais déjà le soupir de maman, celui qui me réduisait à l'état d'enfant turbulente. Ce n'est qu'un mariage, m'a dit. N'en fais pas une affaire personnelle. Sois élégante. De l'autre côté de la ville, Émilie était probablement en train d'encercler des choix de menus avec un stylo à paillettes, se racontant la même histoire que maman nous servait, Maddy comprendra. Maddy comprend toujours. C'était le rôle, le script. J'étais censé hocher la tête, avaler ma salive et faire comme si cette coupe était intentionnelle. Le téléphone a de nouveau vibré. Une cascade de cœurs du groupe. Quelqu'un postait une vidéo de la salle au coucher du soleil. Je n'arrivais pas à voir la beauté. Le message privé était toujours ouvert, aussi brillant qu'un panneau de danger, me défiant d'accepter que l'amour puisse vous blesser et appeler ça de la logistique. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis j'ai tenu le téléphone plus fermement. Le message n'a pas changé, il n'est pas devenu plus aimable. La 5e fois que je l'ai lu, il n'est pas devenu vrai. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai écouté mon cœur battre jusqu'à ma gorge, comme s'il voulait parler pour moi. Je l'ai retourné une fois de plus, comme si les pixels avaient pu se réarranger pendant que je clignais des yeux. Ce n'était pas le cas. Le texte restait petit et chirurgical. Je l'ai lu une dernière fois, incrédule. Des coupes difficiles. J'ai appelé maman avant de pouvoir me raisonner. Le message d'Émilie brillait toujours sur mon écran comme un hématome, et j'avais besoin que quelqu'un, n'importe qui, me dise que c'était une erreur. Maman a décroché à la 2e sonnerie, sa voix joyeuse, comme si elle décorait un gâteau. Salut, ma puce. Quoi de neuf? Je n'ai pas pris la peine de bavarder. Je viens de recevoir un message d'Émilie. Elle dit que la liste des invités est finalisée. Je n'y suis pas. Un silence, juste assez long pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Puis un soupir, doux et condescendant. Oh, ma chérie. Ce n'est qu'un mariage. N'en fais pas toute une histoire. Je me suis adossé, le regard fixé au plafond. Pas toute une histoire? Je suis sa sœur. Comment puis-je ne pas être invité au mariage de ma propre sœur? Maman a fait claquer sa langue, le même son qu'elle utilisait quand Jake ramenait de la boue dans la maison quand il était petit. Ils ont dû garder la liste restreinte. Ce n'est rien de personnel. J'ai ri, un rire sec et sans humour. Restreinte, maman? Elle a invité 150 personnes. J'ai vu la publication sur Instagram. Une autre pause, puis un gloussement forcé. Eh bien, les mariages coûtent cher. Peut-être qu'elle a pensé que ça ne te dérangerait pas de sauter celui-ci. Ça ne me dérangerait pas, les mots ont résonné en moi comme des clous dans une boîte. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille. J'ai payé la moitié de son loyer quand elle a perdu son travail. Je l'ai aidée à déménager 2 fois. Je suis allé la chercher quand sa voiture est tombée en panne à minuit. J'étais là à chaque rupture, à chaque crise. Et maintenant, je suis censé ne pas être dérangé d'être exclu de son mariage. Arrête de dramatiser, a dit maman, une pointe d'irritation dans la voix. Ce n'est qu'une journée. Tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive.
Ma gorge brûlait. Je pouvais déjà prédire le cycle, je discuterais, elle minimiserait, et Émilie finirait par me présenter des excuses à moitié sincères, et je serais censé pardonner. Parce que c'est ce que je faisais toujours. C'était mon rôle, plier jusqu'à disparaître. Mais pas cette fois. Les mots que je voulais jeter à maman se sont coincés dans ma gorge. Alors j'ai raccroché. Je suis resté assise là, le téléphone encore chaud dans ma main, rejouant sa voix dans ma tête. Ce n'est qu'un mariage. Le même script, encore et encore. Mes sentiments n'étaient jamais valides, mon absence était toujours une évidence. J'ai pensé à toutes les années où j'avais porté les fardeaux d'Émilie. J'avais 10 ans quand elle est rentrée en pleurant du collège, convaincue que sa meilleure amie avait retourné toute la classe contre elle. Je suis resté éveillé tard avec elle, à répéter ce qu'elle dirait le lendemain. Elle est entrée à l'école avec une confiance empruntée, j'y suis allé épuisé, mais fier. J'avais 16 ans quand elle a cabossé la voiture de papa en faisant le mur. J'ai menti, j'ai dit que je l'avais empruntée sans permission. J'ai pris la punition et les corvées sans fin pendant qu'elle allait au bal de promo. J'avais 21 ans quand sa colocataire de l'université l'a mise à la porte. J'ai conduit 3 heures en pleine semaine d'examen, monté ses cartons sur 3 étages et lui ai dit qu'elle méritait mieux. Toujours moi. Toujours celle qui répare, le tampon, le bouclier. Émilie prenait, et je donnais. Parce que c'est ce que faisaient les sœurs. Du moins, c'est ce que je pensais qu'elles étaient censées faire. Mais le texto sur mon téléphone racontait une autre histoire. Pour elle, je n'étais pas une sœur. J'étais optionnel. Superflu. Oubliable. Ma poitrine était vide, comme si on m'avait évidé à la petite cuillère. La douleur n'était même pas le mot juste. C'était un effacement. Comme si je n'avais jamais compté. Je pouvais imaginer Émilie devant sa coiffeuse, en train de boucler ses cheveux pendant que ses demoiselles d'honneur s'extasiaient sur les centres de table. Elle n'avait probablement même pas hésité en barrant mon nom de la liste. Elle avait sans doute supposé que je comprendrais, comme toujours. Mais en fixant le message lumineux, quelque chose en moi a cédé. J'ai réalisé que je ne voulais pas me battre pour une place à une table où je n'étais pas désiré. Je ne voulais pas jouer le rôle de la sœur invisible une fois de plus. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas arranger les choses. S'il ne voulait pas de moi au mariage, alors soit. Je n'y serais pas. Mais je n'allais pas rester à me morfondre dans mon appartement pendant qu'il jouait à la famille heureuse sans moi. Non. Si on m'effaçait, alors j'allais m'effacer moi-même, selon mes propres termes. Mon ordinateur portable était toujours sur la table basse, une lueur provenant de son port de chargement. Je l'ai tiré vers moi et j'ai ouvert le navigateur. Les barres de recherche de vol clignotaient, en attente. Je ne savais pas encore où j'allais, seulement que ce devait être loin de l'Ohio, loin de l'église où Émilie prononcerait des vœux que je n'étais pas jugée assez importante pour entendre. J'ai regardé les options. Miami. Cancun. La Barbade. Le curseur pulsait comme un battement de cœur. Et c'est là que l'idée s'est enracinée en moi, stable et sauvage à la fois. Si Émilie pouvait célébrer son plus beau jour sans moi, alors je me forgerais un bonheur à moi. Pas comme une pensée après coup, pas comme un bouche-trou, mais comme l'événement principal. J'ai cliqué sur « Rechercher des vols » et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie petite. J'avais un compte d'épargne, mis de côté pour « un jour ». Un acompte pour une maison, peut-être, un fonds d'urgence. Le genre d'argent que l'on garde précieusement sans jamais y toucher. Mais en regardant l'écran de mon ordinateur ce soir-là, faisant défiler des destinations aux eaux turquoises et aux palmiers se balançant au soleil, j'ai réalisé que, un jour, était arrivé. Pas comme je l'avais prévu, mais comme j'en avais besoin. Je l'ai réservé en moins d'1 heure. Un complexe hôtelier 5 étoiles dans les Caraïbes. Suite avec vue sur l'océan, formule tout compris. Service de spa, accès à une plage privée, piscine à débordement. Tout le tralala. Je n'ai même pas sourcillé en cliquant sur « Confirmer l'achat ». Pendant des années, j'avais sacrifié ce que je voulais pour qu'Émilie ou maman obtiennent ce qu'elle voulait. C'était mon tour. 2 semaines plus tard, quand Émilie remonterait l'allée, je monterais dans un avion. Pas comme une fuite, mais comme une déclaration. Une rébellion vêtue de crème solaire et de lin. Le matin du vol, je tirais ma valise dans le terminal, le cœur battant comme si je m'échappais de ma propre vie. Mon billet était en première classe,
une autre indulgence que j'aurais autrefois qualifiée d'imprudente, mais qui aujourd'hui ressemblait à une justice. Quand l'hôtesse m'a offert du champagne en trouvant mon siège, je l'ai pris à deux mains. La flûte était fraîche contre mes doigts, les bulles captant la lumière comme de minuscules feux d'artifice. J'ai pris une photo, mes jambes étendues, le verre levé, les nuages clignant de l'œil par le hublot. En légende, je suppose que je n'étais pas sur la liste d'invités, mais je crois que je vais survivre. J'ai cliqué sur « Publier ». La réaction a été immédiate. Mon cousin Jack a posté une série d'émojis qui pleurent de rire. Ma tante Lisa a commenté « Bien joué. Tu aurais dû m'emmener avec toi ». Même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont réagi « Tu vis le rêve, emmène-moi la prochaine fois », geste iconique, m'a dit. Et puis, bien sûr, il y a eu maman. 3 textos d'affilée. Maman, où es-tu? Maman, tu vas sérieusement manquer le mariage de ta sœur pour ça? Maman, tu es mesquine. J'ai siroté mon champagne et mis la conversation en sourdine. Pour une fois, je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie puissante. Parce que voici la vérité, ce voyage ne concernait pas les palmiers ou les boissons sophistiquées avec de petits parapluies. Il s'agissait de dire non. Il s'agissait de me choisir, après des années à être une pensée après coup. C'était mesquin, bien sûr, mais c'était aussi profond. Chaque dollar que je dépensais, chaque kilomètre que cet avion m'emportait était la preuve que je n'avais pas besoin de leur permission pour exister. Quand l'avion a quitté la piste, mon corps s'est enfoncé dans le siège tandis que le monde s'effaçait sous moi. L'Ohio s'est rétréci en un patchwork, le chaos du mariage se dissolvant dans la distance. Pour la première fois depuis des années, je n'étais de garde pour personne. Je n'attendais pas un coup de fil qui ne venait que lorsque quelqu'un avait besoin d'être sauvé. J'étais libre. Le complexe hôtelier était sorti d'un rêve. Le hall s'ouvrait sur la mer, des frondes de palmiers effleurant les poutres ensoleillées. Le personnel m'a accueilli avec un cocktail avant même que je ne m'enregistre. Ma suite avait des bails vitrés donnant sur l'océan, un balcon assez grand pour danser, et le genre de lit dans lequel on pouvait s'enfoncer comme s'il vous avalait tout entier. J'ai jeté ma valise par terre, suis sorti sur le balcon et j'ai laissé l'air salin m'envelopper. L'horizon s'étendait si loin qu'il semblait infini, un bleu se fondant dans un autre bleu. J'ai pris une autre photo, cette fois avec la légende, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. De préférence sur une suite en bord de mer avec margarita à volonté. Je savais qu'elle parviendrait à Émilie, à maman, à tous ceux qui pensaient que je devrais être assise poliment dans l'ombre à ce mariage. Et je le voulais. Pour qu'ils ressentent, pour une fois, ce que c'était d'être laissé de côté. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des vagues et des oiseaux, pas des alarmes. J'ai commandé le petit déjeuner en chambre, des pancakes si moelleux qu'ils fondaient dans la bouche, des fruits si sucrés qu'ils ruinaient à jamais ceux des supermarchés, un café si riche qu'il semblait être un péché. J'ai mangé sur le balcon, les cheveux encore en désordre, les jambes étendues, le soleil réchauffant ma peau. Chaque bouchée avait le goût de la défiance. L'après-midi, j'étais allongé sur un transat au bord de la piscine à débordement, un martini à la main, regardant l'horizon se fondre dans le ciel. Mon téléphone vibrait de temps en temps avec des likes et des commentaires sur mes publications, mais je les ignorais. Je n'étais pas là pour la validation. J'étais là pour moi. Mais quand le week-end du mariage est enfin arrivé, je n'ai pas pu résister à allumer mon téléphone. L'écran s'est illuminé instantanément. Des dizaines d'appels manqués, un flot de messages. Maman, Émilie, des cousins, même des numéros que je ne reconnaissais pas. Mes notifications ont explosé comme un feu d'artifice dans la nuit. Au début, j'ai ri. Bien sûr, ils ne pouvaient pas me laisser tranquille, même maintenant. Mais ensuite, le volume m'a frappé. Appel après appel, message après message, s'empilant sans arrêt. J'ai posé le téléphone sur la table d'appoint, l'ai fixé un instant, l'écran vibrant contre le bois, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste des bavardages de mariage. Quelque chose n'allait pas. Le mariage avait commencé, et mon téléphone explosait comme si le monde était en feu. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Il crissait contre la table en verre près de ma chaise longue, cliquetant comme un insecte piégé sous un bocal. Je regardais les vagues déferler, prétendant ne pas l'entendre, sirotant lentement mon martini. Mes orteils pendaient au-dessus du bord de la piscine à débordement, l'océan s'étendant à l'infini au-delà. Appel après appel, texto après texto. Les noms défilaient sur l'écran de verrouillage, maman,
Jek, même des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai souri, ajusté mes lunettes de soleil et laissé sonner. Si c'était une nouvelle salve de culpabilisation, ils n'avaient qu'à mariner dans leur propre silence. Mais ensuite, un aperçu de notification a glissé sur l'écran, de ma cousine Mélissa, tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer. Quelque chose dans cette phrase a brisé mon calme. J'ai tendu la main, fait glisser mon doigt sur l'écran et ouvert le déluge. Le texto suivant de Mélissa est arrivé rapidement, le marié est parti. Genre, littéralement parti. En pleine réception. Grosse dispute avec Émilie, et puis plus rien. Disparu. J'ai cligné des yeux. Pendant une seconde, j'ai cru que le soleil me grillait le cerveau. J'ai fait défiler vers le bas, le cœur battant à tout rompre tandis que les messages s'empilaient. Jek, mec, tu l'as échappé belle. Oncle Rob, cette famille part en morceaux. On a besoin de toi ici. Maman, appelle-moi tout de suite. C'est une urgence. Mélissa, de nouveau, il l'a quitté. Il l'a vraiment quitté. Je me suis redressé, la serviette glissant de mes épaules. Oh mon Dieu, ai-je murmuré dans l'air salin. L'histoire s'est reconstituée à travers le chaos des textos. Émilie et son fiancé avaient eu une dispute hurlante près de la piste de danse. Les invités se sont figés, la fourchette à mi-chemin de la bouche. Il l'a traité d'égoïste, d'ingrate, d'impossible, assez fort pour que le DJ coupe la musique. Elle a rétorqué quelque chose sur le fait qu'il ne serait jamais assez bien. Il a laissé tomber son verre, a juré et est sorti en trombe. Juste comme ça. Disparu. La réception s'est effondrée en quelques minutes. Oncle Rob et papa ont commencé à se crier dessus pour savoir quel côté de la famille ruinait la réputation des Harlow. Grand-mère a fondu en larmes, convaincue que tout cela était un signe de Dieu. La salle, désespérée de sauver la situation, a fermé le bar plus tôt après qu'un cousin ait tenté de l'escalader pour des shots. C'était un carnage. Et pendant que les confettis de leur journée parfaite se transformaient en cendres, mon téléphone se remplissait d'un appel à l'aide paniqué après l'autre. M'a dit, s'il te plaît, décroche. On a besoin de toi ici. Tu sais toujours comment la calmer. Émilie est hystérique. Elle n'écoute personne. Cette famille est en crise. Rentre à la maison maintenant. Je me suis penché en arrière sur ma chaise longue, j'ai baissé mes lunettes de soleil et j'ai laissé un sourire s'étaler sur mon visage. La même famille qui avait décidé que je n'étais pas assez importante pour m'asseoir sur une chaise pliante à la cérémonie avait maintenant soudainement besoin de moi pour sauver leur carnaval de mariage en flammes. L'ironie était si épaisse qu'elle en était enivrante. J'ai fait défiler jusqu'à atteindre le message de maman, ce n'est pas le moment de faire tes caprices. Ta sœur a besoin de toi. Rentre à la maison tout de suite. Sois mature. J'ai éclaté de rire, surprenant le couple dans la cabane voisine. Mature ? Être mature, c'était couvrir le loyer d'Émilie quand elle flambait ses économies. Être mature, c'était mentir à papa pour qu'elle ne soit pas punie. Être mature, c'était nettoyer chaque désordre qu'elle créait pendant que maman me chuchotait que je devais être la plus grande. Il voulait la plus grande maintenant. Il voulait celle qui répare. Trop tard. J'ai posé mon verre et j'ai pris une photo de la piscine, l'eau se fondant parfaitement dans l'horizon, le ciel si bleu que ça en faisait mal. Puis j'ai tapé une seule légende, désolé, je suis un peu occupé à profiter de ma réaction excessive. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Quelques secondes plus tard, l'écran s'est de nouveau allumé. Cette fois, le nom m'a glacé. Émilie. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, ma sœur me contactait directement. Mon pouce a survolé le message, mon pouls battant dans mes oreilles. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Je l'ai lu 3 fois, essayant de convoquer la voix que je connaissais autrefois. Émilie pleurant sur mon épaule après une rupture. Émilie poussant des cris de soulagement quand je réglais ses problèmes. Émilie disant « Tu es la meilleure », sans même le penser. Mais tout ce que je voyais, c'était son texto d'il y a quelques semaines. Des coupes difficiles. J'espère que tu comprends. Et maintenant, la voilà, brisée devant l'autel, suppliant la sœur dont elle n'avait pas voulu en premier lieu. Le soleil tapait sur moi, chaud et impitoyable. J'ai repris mon verre, faisant tourner les glaçons jusqu'à ce qu'ils tintent comme de petites cloches. Mes lèvres se sont courbées en un sourire lent et délibéré. Pour la première fois de ma vie, Émilie avait besoin de moi.
Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas lui donner ce qu'elle voulait. L'écran brillait dans ma paume, le message d'Émilie suspendu là comme un appât. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Mes pouces ont bougé avant que je ne puisse réfléchir. Désolé, je suis occupé à profiter de ma réaction excessive. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai cliqué directement sur ses coordonnées. Bloqué. Un clic, et le lien vital entre nous était rompu. J'ai fait de même avec maman, qui avait passé la dernière heure à me harceler de textos de plus en plus frénétiques. Rentre à la maison. Répare ça. Sois la plus grande. Ne nous abandonne pas maintenant. Bloqué. Le numéro de Jake aussi. Non pas parce que je le détestais, mais parce que je savais qu'il l'utiliserait comme appât s'il ne pouvait pas m'atteindre. Tante, oncle, même Mélissa, bien qu'elle ait été la seule à avoir du bon sens. Mon pouce défilait comme une guillotine. Bloqué, bloqué, bloqué. Le silence qui a suivi était immédiat, assourdissant et délicieux. J'ai posé mon téléphone face contre table et je me suis penché en arrière sur le transat. Les vagues déferlaient, régulières, chacune effaçant un peu plus le bruit de l'Ohio de mon corps. Le barman, un homme bronzé avec un sourire trop large pour être vrai, est passé. J'ai levé la main. Sans un mot, il a hoché la tête, a disparu et est revenu avec un autre verre. Le verre était perlé et froid contre mes doigts. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le son de l'océan étouffer le chaos dans ma tête. Pour une fois, je n'étais pas de garde. Pour une fois, je n'étais pas celle qui répare, la sauveuse, celle qui est censée recoller les morceaux quand tout le monde les brise. Toute ma vie, j'avais été entraîné à intervenir, que ce soit pour les peines de cœur d'Émilie, les spirales de culpabilité de maman ou les bêtises d'adolescent de Jake. Si je ne me montrais pas, j'étais égoïste. Si je le faisais, j'étais invisible. Mais ici, sous le soleil des Caraïbes, je n'étais pas invisible. Je n'étais pas égoïste. J'étais libre. Chaque gorgée de cocktail avait le goût de la rébellion. Douce, acidulée, teintée de pouvoir. Ce n'était pas juste de l'alcool, c'était de la dignité liquéfiée. J'ai étiré mes orteils vers l'horizon et j'ai imaginé la scène à la maison. Émilie en larmes, le maquillage coulant sur son visage. Maman faisant les 100 pas. Des parents se criant dessus. Leur voix s'élevant dans la panique, me cherchant comme une clé perdue. Et moi, à des centaines de kilomètres de là, tournant mon visage vers le soleil. C'était mesquin. C'était vindicatif. C'était glorieux. À la tombée de la nuit, le chaos s'était dissipé de ma peau. J'ai descendu jusqu'à la plage privée du complexe, le clair de lune peignant les vagues d'argent. J'ai laissé la marée embrasser mes chevilles, le sel piquant mes purs. Mon téléphone est resté dans la chambre, face contre table, étouffé dans un silence que j'avais choisi. J'ai respiré profondément, et pour la première fois depuis des années, ma poitrine n'était pas serrée. Quand je me suis finalement glissé dans le lit, les draps frais et impeccables, j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis l'enfance. Un sommeil ininterrompu, sans rêve et lourd. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la pièce à travers les baies vitrées. Je me suis étiré, groggy mais heureuse, jusqu'à ce que je repère mon téléphone clignotant faiblement sur la table de nuit. Un petit badge de notification s'était glissé avant que je ne le mette complètement en silencieux. Un message vocal. Contre mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur « Lecture ». La voix de Jake est arrivée, un murmure pressé, comme s'il se cachait dans un placard. M'a dit, écoute, ne raccroche pas maman et Émilie, elles sont furieuses. Elles pensent que tu les fais passer pour des idiotes, que tu as planifié tout ça pour les embarrasser. Elle m'a dit, elle parle d'organiser une sorte de réunion de famille quand tu rentreras. Comme une embuscade. Je ne sais pas ce qu'elles vont faire, mais ça s'annonce moche. Juste, fais attention, d'accord? Appelle-moi si tu as besoin de renfort. Le message vocal s'est terminé, me laissant dans le silence de la brise marine qui flottait à travers les portes du balcon. Je suis resté assise là, le téléphone encore chaud dans ma main, un lent sourire se dessinant sur mon visage. Alors maintenant, ce n'était plus des supplications, c'était un complot. Ils voulaient m'effacer du mariage, maintenant, ils voulaient effacer ma rébellion. Qu'ils essaient. Parce que je ne reviendrai pas en tant que la fille qu'ils pensaient pouvoir exclure et contrôler. Je reviendrai selon mes propres termes. Si je décidais de revenir, du moins.
Je faisais les 100 pas dans ma suite, pieds nus, le carrelage frais apaisant ma peau tandis que le message vocal de Jake tournait en boucle dans ma tête. Une embuscade. Une réunion de famille. Les mots avaient un goût amer et risible à la fois. Il ne voulait pas de moi au mariage, mais maintenant il voulait organiser un tribunal dès mon retour. J'ai versé un verre d'eau, regardé l'horizon depuis le balcon et composé le numéro de la seule personne de ma famille en qui j'avais encore confiance pour parler franchement. Mélissa. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix pétillante de l'énergie de ceux qui ont assisté au chaos de près. « Oh mon Dieu » m'a dit. « Tu as vraiment décroché. Je meurs d'envie de te parler. Tu es assise. » « Je suis debout » dis-je sèchement, mais un sourire se dessina au coin de ma bouche. « Que s'est-il passé » Mélissa laissa échapper un rire haletant. « Tout s'est passé. Tu ne vas jamais croire ça. » Je m'appuyai contre la porte du balcon, le verre embué dans ma main. « Et c'est moi. » Ces mots sont sortis en un torrent. Après que le marié soit parti en trombe, Émilie avait explosé. Pas seulement des pleurs, une crise de nerfs monumentale. Elle avait crié, jeté un centre de table à travers la pièce, lancé son bouquet sur une des demoiselles d'honneur. Les invités se sont dispersés comme des pigeons. Le DJ a essayé de relancer la musique, mais Émilie a hurlé par-dessus jusqu'à ce que le micro grésille. Alors grand-mère, Dieu bénisse sa franchise, s'est levée devant tout le monde et a annoncé que le mariage était maudit parce qu'Émilie avait manqué de respect au sang en t'excluant. Elle a dit que tu étais la protection de la famille, a rapporté Mélissa entre deux hoquets de rire, comme une sorte d'ange gardien, et qu'Émilie s'était en gros auto-ensorcelée. J'ai ri si fort que j'ai failli laisser tomber mon verre. Tu plaisantes. Je le jure sur ma vie, a dit Mélissa. Et ça ne s'est pas arrêté là. Oncle Rob a commencé à crier sur ton père, accusant son côté de la famille d'avoir élevé des enfants égoïstes. Papa a répliqué que Rob avait toujours été jaloux. Ils étaient nés années avant que le personnel ne les sépare. Et puis tante Lisa a essayé de jouer les médiatrices, mais ta mère lui a dit de la fermer. C'était comme une émission de télé-réalité bas de gamme, mais en smoking. Je me suis pressé la paume contre le front, le souffle coupé. C'est dingue. Dingue, a convenu Mélissa, et un peu poétique. Toute la réception s'est effondrée en moins d'une heure. Ils ont fermé le bar plus tôt. Les gens ont commencé à partir en masse. Émilie a fini assise seule dans sa robe, le mascara coulant, se lamentant que tout le monde l'avait trahie. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Le son a jailli de moi, vif et fort, jusqu'à ce que des larmes me piquent les yeux. La même famille qui m'avait exclu pour garder une image parfaite avait sombré dans un désastre public sans moi. C'était presque trop parfait. Mais ensuite, la voix de Mélissa est devenue plus basse. Voici la partie la plus folle. Oh, il y en a plus ? Elle a hésité, puis a dit, certains d'entre eux te rejettent la faute. Le rire s'est étranglé dans ma gorge. Me rejette la faute ? De quoi ? De ne pas avoir été là pour arranger les choses, a dit Mélissa d'un ton dégoûté. J'ai entendu tante Lisa dire à ta mère, si Maddy avait été là, elle aurait calmé Émilie. Elle le fait toujours. Elle aurait raisonné le marié. Rien de tout ça ne serait arrivé. Pendant un instant, je suis resté dans un silence stupéfait, fixant l'horizon infini tandis que l'absurdité de la situation s'imposait à moi. Puis un rire rauque m'a échappé. Alors, si je comprends bien, ils me virent de la liste des invités comme si j'étais superflu, mais quand tout explose, c'est soudain de ma faute de ne pas avoir été là pour les sauver ? Exactement, la voix de Mélissa était tendue, à la fois de colère et d'amusement. C'est insensé. Ils t'excluent et s'attendent quand même à ce que tu nettoies leur bazar. L'ironie était si épaisse qu'elle m'a presque suffoqué. Toute ma vie avait suivi ce script, moi en tant que réparatrice, filet de sécurité, concierge émotionnel. Et même quand ils m'avaient littéralement effacé, ils ne pouvaient toujours pas imaginer survivre sans moi. Je me suis affalé sur la chaise longue de mon balcon, secouant la tête, toujours en train de glousser. Incroyable. En fait non, c'est tout à fait crédible, a expiré Mélissa au téléphone. Je sais que tu en as fini avec eux, et honnêtement, tant mieux pour toi. Mais je voulais que tu l'entendes de ma bouche avant que la rumeur ne se propage. Quelle rumeur ? Elle a hésité, puis a baissé la voix presque jusqu'au murmure. Ta mère prépare une intervention familiale pour ton retour. Je suis resté immobile.
Elle n'arrête pas de dire. Nous devons asseoir Maddie et lui faire comprendre ce qu'elle a fait, comme si tu étais une adolescente rebelle qui a gâché Noël. La brise de l'océan a glissé à travers les portes du balcon, chaude et salée contre ma peau, mais un frisson m'a parcouru l'échine. Une intervention. Une embuscade fabriquée. Il voulait me punir d'avoir choisi de penser à moi. J'ai incliné la tête en arrière, laissant échapper un rire qui était moitié incrédulité, moitié fureur. Qu'il la prépare, dis-je enfin, la voix stable. Parce que s'ils pensent que je vais entrer dans cette maison sans préparation, ils ne me connaissent pas du tout. Mélissa est restée silencieuse un instant, puis a murmuré, « Tu ne le es vraiment pas, n'est-ce pas ?» « Non, » dis-je en regardant les vagues s'écraser contre les rochers en contrebas. Je ne le suis pas, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de peur à l'idée de me tenir seule contre eux. Je me sentais prête. Après l'appel de Mélissa, je me suis assise au bord de mon lit, fixant mon ordinateur portable. Le doux bourdonnement du ventilateur de plafond se mêlait au fracas des vagues à l'extérieur. Mon vol de retour était dans 2 jours, et avec lui, l'embuscade qui m'attendait à la maison. Maman, Émilie, tout le cirque de parents impatients de m'asseoir et de me corriger comme si j'étais un appareil cassé. La seule pensée me serrait la poitrine. Mais tout aussi rapidement, la tension s'est dissoute en clarté. Je ne leur devais pas mon retour. Je ne leur devais rien. J'ai ouvert le site de la compagnie aérienne et j'ai cliqué sur « Gérer ma réservation ». Mon curseur a survolé l'option « Modifier le vol », ce petit carré de liberté numérique. Pendant un instant, j'ai imaginé rentrer, rejouer le rôle, me laisser engloutir par leur culpabilité et leurs exigences. Mon estomac s'est noué. Non. J'ai sélectionné, prolonger le voyage. Mes doigts se sont déplacés avec une assurance presque cérémonielle alors que je réservais 7 jours de plus. Une autre semaine de levers de soleil sur les Caraïbes. Une autre semaine de cocktail au bord de la piscine à débordement. Une autre semaine de mois. L'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception. Votre voyage a été prolongé. Nous nous réjouissons de vous accueillir. J'ai expiré une profonde inspiration tremblante qui semblait venir du fond de mes côtes. Ce simple clic avait fait ce que des années de supplication n'avaient pas réussi, j'avais coupé leur emprise. Plus tard dans l'après-midi, je me suis promené le long de la plage, l'océan écumant à mes chevilles. Mon téléphone pendait dans ma main, toujours obstrué de notifications bloquées. Je l'ai levé, pris une photo de mon empreinte de pas s'étirant vers l'horizon et j'ai tapé 2 mots en légende, 0 regret. Je l'ai publié et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Au dîner, j'ai appris par des bruits de couloir, filtrés par Mélissa qui semblait être ma seule alliée restante, que la famille l'avait vue. La rage les a traversés comme un feu de brousse. Ils pensent que tu te moques d'eux, m'a-t-elle texté. Émilie a dit que tu es cruel. Ta mère a dit que tu as changé. Tante Lisa a dit que tu te défends enfin. Alors, il y a un côté positif. J'ai gloussé dans mon mojito. Ils avaient raison. J'avais changé. Ou peut-être que j'avais simplement arrêté de faire semblant. Parce que voici la vérité, je me sentais plus légère. Chaque appel bloqué, chaque texto ignoré, chaque gorgée de rhum sur ce balcon me débarrassait d'un poids. Ma valeur ne résidait pas dans leur approbation, leur amour conditionnel, leur demande sans fin. Pendant des années, j'avais été l'échafaudage invisible qui soutenait leur vie. Maintenant, j'étais parti, et la structure s'était effondrée sous sa propre pourriture. Ce n'était pas de ma faute. C'était la preuve de combien ils s'étaient appuyés sur moi tout en prétendant que je ne comptais pas. J'ai alors réalisé que c'était plus que des vacances. C'était un acte de réappropriation. L'incarnation la plus pure d'une valeur que l'on m'avait appris à admirer mais jamais autorisé à vivre, la liberté. En Amérique, on prêchait la résilience, l'indépendance, le fait de se débrouiller seul. Mais dans ma famille, ce sermon se transformait en exploitation. Il célébrait la liberté en théorie mais attendait ma servitude en pratique. J'étais censé me sacrifier sans me plaindre, pardonner sans limite et sourire en le faisant. Plus maintenant. Maintenant, je vivais cette liberté pour moi-même, choisissant mon chemin, ma paix, ma joie. Pas la leur. J'ai pensé aux générations de personnes avant moi qui s'étaient arrachées à des attentes suffocantes, qui avaient construit leur vie sur les décombres du contrôle. Peut-être que je n'innovais pas, mais je marchais enfin sur le chemin qu'elles avaient tracé, le droit d'être entière, même si cela signifiait être seule. Ce soir-là,
je me suis assise sur le balcon avec un carnet de la boutique de l'hôtel. Sa couverture était peinte de feuilles de palmier. Je me suis versé un verre de vin et j'ai commencé à écrire. Pas pour eux, mais pour moi. J'ai écrit sur l'égoïsme d'Émilie, sur le déni constant de maman, sur chaque sacrifice que j'avais fait et qui avait été effacé de la mémoire dès qu'il devenait gênant. J'ai écrit sur la piqûre de ce texto, des coupes difficiles, et comment il avait fissuré quelque chose en moi qui ne se refermerait jamais. Quand je me suis arrêté, les pages étaient pleines d'une écriture penchée. Le carnet était lourd de vérité. Je l'ai fermé, pressant ma paume à plat contre la couverture comme pour sceller un vœu. Mon téléphone a de nouveau vibré, un autre appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ignoré. À la place, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à rédiger autre chose. Un seul message final. Pas un plaidoyer, pas des excuses, pas même une explication. Une déclaration. J'ai tapé lentement, soigneusement, chaque mot comme une pierre posée en place. Vous vouliez un mariage sans moi, maintenant vous avez une vie sans moi. Je ne suis pas votre réparatrice. Je ne suis pas votre bouc émissaire. J'en ai fini. Amusez-vous bien à nettoyer vos propres dégâts. Je l'ai regardé, les lettres noires sur l'écran blanc gravées dans mon esprit. Mon pouce a survolé, envoyé, mais je n'ai pas appuyé. Pas encore. Je voulais les laisser mariner dans le silence un peu plus longtemps. Pour l'instant, le brouillon était là, brillant faiblement, une allumette attendant d'être craquée. Et sur ce balcon, avec la nuit des Caraïbes m'enveloppant de sa chaleur et la mer chuchotant en contrebas, j'ai souri pour moi-même. La rupture avait commencé. La seule question qui restait était de savoir si je la finirais avec un murmure ou une explosion. Le brouillon est resté dans mon application de notes pendant 2 jours, couvant comme une braise que je refusais d'éteindre. Chaque matin, je le relisais, les doigts hésitants, me demandant si je devais appuyer sur « Envoyer ». Chaque nuit, je m'endormais avec le téléphone face contre table, sa lueur filtrant faiblement à travers le verre, me rappelant les mots qui attendaient d'être libérés. Finalement, à mon 6e matin au paradis, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai tiré les rideaux du balcon et j'ai laissé le lever du soleil embraser ma chambre, la lumière dorée se déversant sur le sol. L'air sentait le sel et les fleurs. C'était comme si le monde me mettait au défi d'arrêter d'hésiter. J'ai ouvert l'application de notes une dernière fois. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de quelque chose de plus vif, l'anticipation. J'ai copié les mots, les ai collés dans un message de groupe à Émilie et maman, et les ai lus à voix basse, d'un ton stable et clair. Vous vouliez un mariage sans moi, maintenant vivez sans moi. Je ne suis plus votre plan de secours. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Le message est parti dans l'éther, une lame que j'avais affûtée pendant des semaines, enfin libérée de son fourreau. Presque instantanément, leurs noms se sont allumés sur l'écran. D'abord maman, puis Émilie, se précipitant pour répondre. Je n'ai même pas regardé. Mon pouce s'est déplacé avec une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Bloqué. Bloqué. Et juste comme ça, c'était fait. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein. Plein de tout l'espace que j'avais créé en refusant de porter leur fardeau. Plein de la clarté dont j'avais rêvé depuis que j'étais enfant, attendant des miettes de validation qui ne sont jamais venues. Je me suis adossé dans la chaise, fixant l'horizon tandis qu'une vague de soulagement me submergeait. Ma poitrine était ouverte, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Tout le ressentiment, toute la colère refoulée, toutes les vieilles blessures, elles ne se sont pas évanouies, mais elles ont desserré leur emprise. Elles ne me possédaient plus. Je me possédais. Ce soir-là, je me suis offert une croisière au coucher du soleil. Une célébration, non pas de la méchanceté, non pas de la vengeance, mais de la liberté. Le bateau était petit, intime, avec seulement une poignée d'autres passagers. Nous avons quitté le port alors que le soleil plongeait, le ciel se peignant de traînées d'orange et de pourpre. L'air était chaud mais venteux, transportant l'odeur de l'océan directement dans mes poumons. Je me tenais à la balustrade, une coupe de champagne à la main, la mer s'étendant à l'infini devant moi. Pour une fois, je ne pensais pas à qui avait besoin de moi, à qui pourrait être déçu, ou au rôle que j'étais censé jouer. Je n'étais le filet de sécurité de personne, ni le remplaçant, ni le bouc émissaire. J'étais juste Maddie Grace Harlow, une femme regardant le soleil fondre dans l'eau, vivante dans sa propre peau. Alors que le bateau s'éloignait du rivage,
j'ai pensé à toutes les années que j'avais perdues à essayer de mériter un amour assorti de conditions. J'ai pensé à Émilie, qui m'avait exclu sans hésitation, et à maman, qui m'avait appris que mes sentiments étaient toujours excessifs. Et puis j'ai pensé à moi, la fille qui les avait portés toutes les deux pendant trop longtemps. Et j'ai souri. Parce que pour la première fois, je l'avais mise en premier. Le ciel s'est assombri en indigo, les étoiles scintillant une à une. J'ai levé mon verre dans un toast silencieux. À l'océan, à la nuit, à moi-même. À une vie sans regret, ai-je murmuré. Le bateau tanguait doucement, l'horizon large et ininterrompu. J'ai senti la question monter, un murmure qui me hantait chaque fois que j'osais imaginer une vie au-delà d'eux, et maintenant. Mais cette fois, la pensée n'a pas serré ma poitrine. Elle ne m'a pas rempli d'effroi ou de culpabilité. Elle a déclenché quelque chose d'électrique dans mes veines. L'excitation. Pour une fois, l'inconnu n'était pas une menace. C'était une promesse. De retour dans ma suite, le carnet avec les feuilles de palmier sur la couverture était ouvert sur le bureau. J'ai débouché un stylo, le même que l'hôtel avait glissé dans le tiroir à côté du papier à lettres, et j'ai fixé la page blanche. La promenade en bateau m'habitait encore, l'odeur de sel sur ma peau, le souvenir des étoiles se déployant sur l'eau, et je voulais capturer cela avant que ça ne se dissolve en souvenir. J'ai commencé à écrire. Trahison. Rébellion. Libération. Les mots ont défilé en haut de la page comme un titre. En dessous, j'ai commencé à remplir l'histoire, non pas en chapitres bien ordonnés, mais en fragments, en moments qui avaient construit l'arc de ma chute et de ma renaissance. J'ai écrit sur le texto qui m'avait éventré, des coupes difficiles, comment l'incrédulité s'était transformée en rage, et la rage en détermination. J'ai écrit sur la réservation du vol, la coupe de champagne en première classe, la photo légendée, je crois que je vais survivre. J'ai écrit sur le téléphone vibrant avec la nouvelle du départ du marié, sur mon rire résonnant dans la nuit des Caraïbes. Et j'ai écrit sur le dernier texto, la lame que j'avais laissée voler, je ne suis plus votre plan de secours. Chaque ligne a desserré quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais avalé mon histoire, je m'étais édité pour rester en arrière-plan, j'avais effacé ma propre douleur pour que leur version des faits puisse tenir. Maintenant, je la réécrivais, ligne par ligne, de ma propre main. Pourtant, le deuil planait comme un fantôme. J'ai fait une pause, le stylo pendant, alors que la douleur se manifestait. J'avais perdu quelque chose de réel, même si c'était empoisonné. L'illusion d'appartenance. J'avais perdu l'identité que j'avais portée comme une armure, la personne fiable, la réparatrice, la bonne fille. Sans ces titres, qui étais-je? La question a creusé un vide dans ma poitrine pendant un instant. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce vide n'était peut-être pas une absence. C'était peut-être un espace. Un espace à remplir avec quelque chose que je choisirais. J'ai recommencé à écrire, cette fois sur l'avenir. Objectif de carrière. J'avais toujours été la personne fiable au travail aussi, celle qui prenait les projets que personne d'autre ne voulait. Et si j'arrêtais de me cacher derrière la fiabilité et que je visais le leadership? Je voulais commencer à postuler pour des postes de direction, peut-être même me lancer dans le conseil. Je pouvais construire quelque chose qui n'était pas seulement stable, mais florissant. Famille choisie. La pensée m'a fait sourire en griffonnant. Des amis qui riaient avec moi, pas de moi. Des gens qui me voyaient comme un tout, pas comme une ressource à exploiter. Je commencerai à investir à nouveau dans ces liens, à entretenir les amitiés que j'avais négligées en jouant les infirmières pour ma famille. Relation. Mon stylo a hésité, puis a bougé à nouveau. Je voulais de la réciprocité. Quelqu'un qui donnait autant qu'il prenait, qui ne voyait pas ma gentillesse comme un chèque en blanc. Le genre de partenariat où l'amour n'était pas mesuré par ce qui pouvait être extrait, mais par ce qui pouvait être partagé. La page est devenue désordonnée, des mots entassés dans les marges, mais elle pulsait de quelque chose de nouveau. Pas de la survie, mais de la joie. Je me suis penché en arrière sur la chaise, j'ai laissé tomber le stylo et j'ai expiré. Je ne fuyais plus la douleur. Je marchais vers quelque chose de plus lumineux. La prise de conscience m'a fait rire, un rire doux, presque timide au début, puis plus plein. Résilience. C'était le mot qui revenait sans cesse. Pas la ténacité qu'ils exigeaient de moi, pas l'endurance silencieuse qu'ils exploitaient. C'était différent. C'était la résilience de choisir la joie, même après la perte.
Les vagues s'écrasaient en bas de mon balcon, régulières et imperturbables, comme elles l'avaient fait bien avant moi et continueraient de le faire bien après. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas me noyer en elles. Je faisais partie de leur rythme. J'ai fermé le carnet, ma main reposant sur sa couverture. C'était suffisant de garder cette histoire pour moi. Mais une pensée a insisté. Pendant des années, ma famille avait contrôlé le récit, me dépeignant comme dramatique, égoïste, trop sensible, ingrate. Ils avaient tissé leur toile si serrée que même moi j'avais commencé à y croire. Mais maintenant j'avais ma version, gravée à l'encre. Peut-être qu'il était temps de la rendre plus que privée. J'ai pris mon téléphone, ouvert un nouveau document et tapé un titre, quand ma sœur m'a exclu de son mariage. Le simple fait de le voir là a provoqué un frisson en moi, mi-terreur, mi-triomphe. Si je le partageais en ligne, anonymement ou même avec des amis, ce ne serait pas seulement une histoire. Ce serait une appropriation. Ce serait dire à haute voix que je n'étais pas ce qu'ils avaient fait de moi. J'ai fixé le curseur clignotant, une excitation picotant dans mes veines. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de raconter mon histoire. J'étais prête. À la fin de mon voyage prolongé, j'avais l'impression d'avoir mué. Ma valise était plus lourde qu'à mon arrivée, des souvenirs nichés entre des robes d'été et des sandales, des bouteilles de rhum local enveloppées dans des serviettes de plage, des coquillages que j'avais ramassés lors de promenades matinales tapissant la poche intérieure. Mais le vrai poids avait disparu. Le fardeau invisible que j'avais porté pendant des années avait glissé de mes épaules, quelque part entre la piscine à débordement et le rivage. Le trajet en taxi de l'aéroport à mon appartement était étrangement surréaliste. L'Ohio avait la même apparence, des étendues plates d'autoroute, des panneaux publicitaires promettant de la restauration rapide à la prochaine sortie, des quartiers aux pelouses bien entretenues et aux boîtes aux lettres légèrement penchées. Mais je n'étais pas la même femme qui l'avait quitté. Quand j'ai déverrouillé la porte et que je suis entré dans mon petit mais lumineux appartement, j'ai ressenti une vague de gratitude. Cet espace était à moi. Pas une maison familiale chargée de décennies de contrôle, pas une scène pour des disputes sans fin. Juste le mien. Les murs, les meubles, le silence, tout cela ressemblait à la liberté dans sa forme la plus simple. J'ai posé ma valise près du canapé, déposé les souvenirs sur la table de la cuisine et ouvert les stores. La lumière de l'après-midi a inondé la pièce, chaude et dorée, se posant sur la petite plante que j'avais laissée près de la fenêtre. D'une manière ou d'une autre, elle avait survécu sans moi. La première vague de messages est arrivée en quelques heures. Mélissa a texté, je prends des nouvelles. Tu es rentrée? Je veux tout savoir quand tu seras prête. J'ai qu'à appeler 2 fois, puis à laisser un court message vocal. Sa voix était plus douce qu'avant, prudente. M'a dit. Je sais que tu es en colère, et tu as raison de l'être. Mais maman, eh bien, elle ne lâche pas l'affaire. Fais juste ce que tu as à faire. Je suis là si tu veux parler. Et puis, glissé dans ma boîte aux lettres le lendemain matin, une enveloppe avec l'écriture soignée et bouclée de Diane Arlo. Je suis resté au comptoir avec une tasse de café, la fixant comme si elle pouvait me mordre. Mon pouce a tracé le bord du papier avant que je ne la laisse tomber, non ouverte, dans le tiroir. Je n'avais pas besoin de la lire. Je savais ce qu'elle dirait. Des excuses déguisées, des manipulations sous couvert d'amour, peut-être même une tentative de réécrire ce qui s'était passé pour me faire croire que j'étais cruel d'avoir fait mon propre choix. Non. Cette porte était fermée. Les numéros bloqués sont restés bloqués. La lettre est restée scellée. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas tressailli face au silence. Je l'ai accueilli. Les jours ont suivi un nouveau rythme. J'ai défait mes valises lentement, plaçant des coquillages sur la bibliothèque, drapant un nouveau paréo sur le dossier de ma chaise, laissant l'odeur d'huile de coco persister dans l'air. J'ai rouvert mon carnet, griffonnant des plans avec une énergie nouvelle, des candidatures à envoyer, des dîners à organiser avec des amis que je voulais rapprocher, des objectifs qui semblaient excitants au lieu d'être obligatoires. Le deuil remuait encore parfois, faible mais présent. J'avais perdu l'illusion de la famille, et il y avait des moments où cette absence me faisait mal. Mais la douleur ne me définissait plus. C'était juste un fil dans une tapisserie beaucoup plus grande. Ce qui me définissait maintenant, c'était le choix. Un matin, une semaine après mon retour, je me suis réveillé avant l'aube. La ville à l'extérieur était silencieuse, les rues encore enveloppées d'ombre. J'ai marché pieds nus jusqu'au balcon, enveloppé dans une couverture, et j'ai poussé la porte coulissante.
L'air était frais, teinté de rosée, avec le faible bourdonnement du monde qui s'éveillait. Je me suis appuyé contre la balustrade, sirotant une tasse fumante, et j'ai regardé l'horizon s'éclaircir. D'abord gris, puis rose, puis une lente vague d'or se propageant à travers le ciel. Pendant des années, je m'étais réveillé avec un nœud dans la poitrine, redoutant la prochaine crise, la prochaine demande, le prochain rappel que ma valeur dépendait de ma capacité à réparer la vie de quelqu'un d'autre. Mais là, debout, l'aube se déployant autour de moi, j'ai réalisé que je ne retenais plus mon souffle. Je respirais. Profondément, sans hâte, mes poumons se remplissant et se vidant sans aucun poids qui les oppresse. Le soleil a franchi l'horizon, la lumière se déversant sur les toits, et pendant un instant, je me suis senti renaître. Non pas comme l'enfant du milieu oublié, non pas comme la réparatrice, non pas comme le bouc émissaire. Juste moi. M'a dit Grace Harlow. J'ai fermé les yeux, laissé la chaleur embrasser mon visage et j'ai souri. Pour une fois, je n'étais pas la sœur oubliée. J'étais l'auteur de ma propre vie. Et je n'avais aucun regret. Et avec ce dernier lever de soleil, Maddy a clos le chapitre sur des années d'oubli et a enfin embrassé sa propre liberté. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux. Votre voix compte ici. Merci de votre écoute. C'était une histoire de la vengeance est un plat qui se mange froid. On se voit la prochaine fois.